Bonjour et bienvenue dans Parole de druide, le podcast dédié au druidisme moderne. Je suis Christophe Rousseau et je suis toujours très heureux d'accueillir Joël, druidesse Adana. Comment vas-tu, Joël, ce matin? Je vais super bien. Alors, le moment où on enregistre le podcast, on vient de passer Samhain, et donc du coup, pour nous, c'est le nouvel an druidique et en fait, c'est j'adore ce début d'année. Et toi, Oui, Christophe? oui, oui, ça va très bien, ça va très bien. Toujours très, très heureux aussi de redémarrer un nouveau cycle Mmh. avec plein de belles choses qui nous attendent et en particulier cette belle émission que nous avons la joie de faire ensemble. Mmh. Donc, tout va très bien et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très important puisque nous allons parler du féminin sacré et de la Mmh. place de la femme dans le druidisme. Mmh. Et je pense que vous allez être surpris, un certain nombre d'entre vous, si vous ne connaissez pas, de ce sujet parce que on verra que les druides étaient très en avance, ou les celtes étaient très en avance sur leur temps. Bienvenue à Parole de Druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joëlle Chautan, également connue sous le nom de druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Mmh. Alors, C'est sûr. commençons, Joël, peut-être par la question de base. Le féminin sacré, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est finalement le féminin sacré? Pourquoi le féminin sacré? Ouais, parce qu'on est d'accord, Christophe, qu'on l'entend un petit peu à toutes les sauces. Oui, alors, c'est sûr, le féminin sacré, c'est un terme, qui est tellement présent dans le développement personnel que c'est à se questionner ce qu'il veut vraiment dire. Alors, le terme féminin, ben, du coup, on va le développer en long, en large et en travers dans ce podcast et la dimension, bah, ce qui différencie du féminin sacré et du féminin tout court, c'est la dimension sacrée et dans le druidisme, du coup, la dimension sacrée, elle se place dans la classe sacerdotale. Donc je rappelle que la société celtique, elle est séparée en 3 classes. La classe artisanale, qui est le peuple qui va s'occuper de toute la nourriture, les récoltes et la construction des choses de base pour que la société fonctionne et quelle est sa nourriture. Ensuite, on a la classe guerrière qui, elle, va être la classe défensive dans laquelle on a les guerriers et puis bien le roi, typiquement le roi et la reine, le chef de clan. Et puis la classe sacerdotale qui est la grande classe des druides dans laquelle va venir s'insérer la classe, enfin la femme sacrée ou le féminin sacré dans ce cas-là, qui du coup est la dimension sacrée du féminin. Donc le sacré dans le féminin, c'est on prend les choses de base qu'on relie avec quelque chose de plus grand que. On va le relier avec une dimension spirituelle ou une dimension plus profonde qui sépare les mondes. Par exemple, si on prend un stéréotype, mais vraiment un stéréotype, c'est pour vous mettre dedans. Une femme fait la cuisine, elle cuit, je sais pas, on est en Suisse, elle fait une fondue. Elle fait une fondue. Elle est en train de faire sa fondue, elle vit sa vie, elle calcule sa quantité de fromage, de vin blanc et d'ail et voilà et elle suit la recette et elle est dans sa vie de tous les jours en train de
de faire la cuisine pour, le clan et elle donne sa fondue et voilà, ça, c'est le féminin qui fait de la fondue. Le féminin sacré qui fait de la fondue, du coup, lui, et ben, ça va être une femme qui va être en train de touiller sa fondue. Mais au moment où elle touille sa fondue et qu'elle met ses ingrédients, elle est consciente de la qualité vibratoire des ingrédients. Et quand elle touille sa fondue, qu'elle la tourne, elle va être sensible que le, le, le chaudron dans lequel enfin le caclon dans lequel elle va faire la fondue, eh bien c'est le chaudron, que cette fondue pourrait représenter une des manifestations de la Wen. Et quand tous les gens qui vont goûter à cette fondue, vu qu'en plus on prend tous dans le même caclon, vont pouvoir se sentir unis et tisser des liens d'amitié et rétablir l'harmonie dans le clan. Donc vous voyez bien que dans les deux cas, c'est de la fondue. Dans les deux cas, c'est du féminin. Mais en fait, on a un féminin qui va chercher à aller plus loin que la dimension physique. Ça, c'est le féminin sacré. Et on a un féminin qui va chercher à nourrir la dimension physique. Et c'est le féminin dans la classe artisanale ou dans la classe guerrière. C'est un exemple. J'espère que ça vous permet de comprendre un petit peu ce que c'est le féminin sacré. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le voit beaucoup dans les cercles spirituels et de développement personnel, parce qu'on parle généralement pas de féminin sacré dans du team building, dans des sociétés, des choses comme ça. On parle de la place de la femme, Ouais. mais on va parler du féminin sacré dans des cours de yoga ou autres développements personnels divers et variés qui ont une dimension spirituelle. Ouais, donc il y a une question de faire les choses en conscience, en fait. De pas juste faire quelque chose, de manière, répétitive ou comment dire? J'allais dire, sans conscience de ce qu'on fait, en fait. Le fait de faire en conscience, Ouais, bah, le féminin, en fait, le sacré, il existe parce qu'il y a le profane, et donc du coup, c'est 2 énergies qui se complètent, en fait. Le profane, c'est purement la matière. Par exemple, faire ma fondue d'une façon profane, ben, c'est juste respecter la recette et penser aux ingrédients et être dans ma tête, juste dans le monde de la matière. Et faire ma fondue dans la dimension sacrée, c'est donner une dimension plus grande à celle de la matière et c'est relié avec des forces et le monde invisible. Donc c'est pour ça qu'aussi on distingue le monde profane du monde sacré et le druide, la druidesse, elle va jouer un rôle à être à cheval entre les mondes et vu qu'elle joue un rôle au sein du clan, la druidesse, elle est pas juste là pour elle-même, hein, elle joue un rôle au sein du clan et ben, du coup, elle va, amener la dimension sacrée dans le clan et permettre de relier le clan avec, une dimension qui est au-delà du monde physique, auquel les Celtes, évidemment, donnent beaucoup, beaucoup de force et avec qui c'est au-delà de croire. J'allais utiliser le mot croire. J'allais dire, heu, qu'il y a une dimension auquel les Celtes croient, mais en fait, c'est au-delà de croire. Ça fait partie de leur, vision intégrante de la vie, comme c'est mon cas à moi. Les gens, des fois, me disent: «Ah mais tu crois à ça, Joël?» Mais c'est au-delà de croire, en fait. oui, oui, C'est qu'est-ce ouais, que oui, je c'est suis? ça. Non, Ouais. c'est clairement dépassé depuis bien longtemps. C'est plus la question de Donc croyance, c'est une question de le vivre et de l'incarner, en fait, enfin de le oui et ça fait partie de ma vie, en fait. mmh, chaque Donc dans la société celtique, ça fait partie de la vie. mmh. C'est même plus une question. Mmh. Avant qu'on développe le côté féminin et la place de la femme dans la société celte, on va juste faire une petite parenthèse rapide sur le fait que s'il y a du féminin, il y a du masculin et qu'aujourd'hui on consacre l'épisode au féminin sacré, mais qu'évidemment on fera un épisode sur le masculin sacré. Pour une question d'équilibre d'énergie, parce qu'on ne peut pas lancer dans l'univers un épisode d'1 heure sur le féminin si on ne compense pas quelque part. Enfin, je sais pas si le mot compenser peut-être pas terrible, mais en tout cas, si on ne fait pas, ouais, c'est un l'équilibre yin-yang, masculin-féminin dans l'univers, il se doit d'être respecté pour l'équilibre naturel des choses. Donc on va évidemment faire un épisode sur le masculin sacré aussi, chose dont on parle beaucoup moins d'ailleurs heu, dans le développement personnel. On parle beaucoup de féminin sacré, mais beaucoup moins de masculin sacré et il existe aussi.
Oui, il existe aussi et puis c'est justement avant on parlait de bah, il y a la dimension profane qui permet à la dimension C'est sacrée ça. de se révéler et la dimension sacrée permet de montrer qu'il y a une dimension profane, en fait. C'est les 2 ensemble, elles permettent de faire un équilibre et puis, ben, pareil pour, le féminin, on peut pas parler de féminin sans qu'il soit enfin, il est révélé parce qu'il y a le masculin et le masculin est révélé parce que il y a le féminin. S'il y avait que des femmes sur terre, bah, en fait, l'humain serait une femme, il y aurait même pas une question de dire: «Bah, ce serait un humain, quoi» et s'il y avait que des hommes sur terre, bah, pareil, en fait. Donc du coup, la différence permet d'être vue parce que justement, il y a une différence. Donc voilà, on va parler, c'est important, en fait, hein, de parler du masculin aussi, même si on en parle beaucoup moins, mais du coup, dans la société celtique, de nouveau, c'est quelque chose qui est essentiel et qui fait partie du fondement même de la société celte et de la pensée celtique, d'ailleurs. Parce que, ben, du coup, on va peut-être aller, sur, la place en fait, enfin pourquoi dans le druide ou dans la société celte, il y a cet équilibre entre, le féminin et le masculin. C'est parce que, si vous vous souvenez, on en a déjà énormément parlé dans nos autres épisodes que je vous invite à écouter ou à regarder. Mais en fait, on parle souvent de ça, c'est que la société celte était vraiment en communion avec la nature. Mmh. Il faut vous imaginer qu'elle naît en fait de peuples chasseurs-cueilleurs qui, ont beaucoup dû s'adapter au climat, aux mouvements de troupeaux, aux lieux où on peut récolter quoi et quoi et donc du coup, ils ont été, du coup, des peuples qui bougeaient beaucoup, qui migraient et qui allaient suivre, les climats et donc du coup, la météo, le temps et la nature pour, faire en sorte de subvenir aux besoins globaux du clan. Et avec le temps, si on prend vraiment les Celtes au sens très large, hein, parce que la société celtique, c'est tellement réduit au niveau temporaire, enfin au niveau du temps, c'est tellement réduit temporel. Mais en fait, c'est la société celtique, elle est beaucoup plus vaste que ça au niveau du temps. On peut l'étendre sur 2000 ans presque, mais elle est réduite presque sur, 400 ans, mais pour, heu, pour faire court. Mais, heu faut vous imaginer qu'en fait, on a ces peuples qui, du coup, bougeaient, nomades, qui vont, dans la pensée celtique, à un moment donné, choisir de se sédentariser et ils choisissent de se sédentariser parce qu'ils sentent qu'un lieu a suffisamment de ressources pour subvenir aux besoins du clan globaux tout au long de l'année et donc ça impliquait de vraiment, écouter la nature et avoir un lien profond avec la nature, enfin, en tout cas, une écoute profonde avec la nature et un lien réel avec la nature qui l'entoure. Mais c'était logique, en fait, de l'époque parce que, ben, ils vivaient avec la nature elle-même. Mmh et donc du coup, cette notion de féminin et masculin, ils la voient dans la nature en permanence. Il la voit à travers la lune et le soleil, il la voit à travers la terre et le ciel, et ils vont la voir à travers, ben, l'homme et la femme, les animaux féminins, masculins et les principes de vie de base. Par exemple, la terre, elle est nourricière, matricielle, elle va chercher à avoir hem, quelque chose qui va apporter et le masculin, le ciel, lui, il va être, fécondant, il va impulser, il va amener une énergie quelque part, il va transporter l'énergie d'un endroit à l'autre, chose que ne fait pas la terre et pareil pour la lune. La lune, elle, elle va être changeante, elle aura 3 aspects, même 4. Elle va avoir la lune croissante, la lune pleine et la lune décroissante et après on a même la lune noire. Et le soleil, lui, n'est pas changeant, il va être tout le temps stable dans le ciel comme ça, touc, 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 touc et il va passer et ça sera toujours le même, à moins qu'on ait des éclipses et là, c'est des gros bouleversements pour la société.
Oui, ce qui prouve bien que, en fait, pour eux, c'était évident que l'homme et la femme ont leur rôle et sont complémentaires dans la société et que non pas comme notre société moderne judéo-chrétienne, on a amené la femme à un statut d'esclave quasiment, vis-à-vis du masculin. Là, on a vraiment, enfin, pour eux, c'était une évidence qu'il y a pas de déséquilibre. Bien au contraire, c'est un équilibre entre le masculin et le féminin. Oui, alors bien sûr, bah, quand ils observaient la nature et que, de par cette observation, ils tiraient des conclusions sur, le monde et ils cherchaient à être comme, en fait, on parle beaucoup de ça aussi dans le druidisme, c'est tu as envie de communiquer avec un arbre, ben, cherche à être comme l'arbre, tu vois? Donc Mmh. on cherche à être comme et donc et donc du coup, pour eux, ben, hem, mettre le clan en harmonie, vu qu'ils voient que la nature survit depuis des milliers d'années et qu'elle, elle trouve une forme d'harmonie et bien, du coup, ils vont chercher à être comme la nature. Donc ils vont, baser le clan, en effet, sur, cette harmonie et cet équilibre. Ce qui, est différent de ce que la société est devenue, mais aussi il faut dire que la société celte était, un peu une exception à l'époque, de l'époque celtique parce que, si on pense à la société grecque antique, même la femme dans la société grecque antique n'avait pas une place, autant libre que, la place de la femme celte et même chez les Romains, on était déjà sur une société qui basculait, gentiment vers, une place du masculin qui prenait le dessus sur le féminin, en tout cas au niveau décisionnel et au niveau du pouvoir. Tandis que chez les femmes, dans la société celtique, il y avait un équilibre complet entre le féminin et le masculin et donc du coup, la femme dans la société celtique, elle avait tout le pouvoir, pour, bah, typiquement, elle avait le droit de posséder une maison, comme un homme en fait. Elle avait le droit de mettre fin à une relation. On a déjà parlé, je crois, ensemble, du mariage celte qui dure 1 an. Ensuite après, ils refont 1 an et ils se marient à Imbolc. Ensuite, ils refont 1 an et au bout de 3 ans et donc c'est 3 cycles, 3 mondes, on en a déjà aussi parlé eh bien, ils peuvent, s'engager sur, plus longtemps. Parce qu'ils ont fait 3 fois le tour des cycles et des saisons. Ils ont vu commencer de vivre ensemble. Et donc pareil, en fait, dans la vie, ben, voilà, la femme, elle a le droit de s'engager, de se désengager, comme l'a le droit un homme de s'engager, de se désengager, de posséder une maison. Un homme ou une femme, c'est possible, de prendre des décisions, de devenir chef de clan, d'être druide ou druidesse. C'est en fait tout ça c'est accessible. Il y a aussi des femmes guerrières. En fait, on peut devenir guerrier, guerrière. Voilà, c'est accessible à n'importe quel genre, en fait. Heu et je trouve que c'est très inspirant parce que, ben, on sort d'une grande période de patriarcat Mmh. et dans la société celtique, on parle de matriarcat, mais en fait, on va y revenir après, hein. Pourquoi on parle de matriarcat? De nouveau, on va chercher à rétablir l'équilibre, mais là, on sort d'une grande période de patriarcat où clairement, on avait plus, bah, l'homme qui le droit de vote chez les femmes, il est tout récent, quand on voit même, des courses à pied, moi qui viens du monde de la course à pied, il y a bien longtemps. Eh bien, en fait, pas quand j'étais petite parce que c'était déjà comme ça, mais de l'époque de mes parents, en fait, les femmes n'avaient pas le droit de participer à une course. C'était les courses, elles étaient réservées aux hommes et il y avait des gens qui bloquaient les femmes qui voulaient participer à des courses. C'est assez fou, en fait. Donc heu, donc en fait, on voit vraiment qu'on sort toute une période, dramatique où la femme a été tellement dévalorisée et en fait, bah, la société celtique n'était pas du tout comme ça, pas du tout, du tout et heu et d'ailleurs, la société celtique, elle cherche à rétablir l'équilibre donc elle aurait vraiment le message de dire que, bah, en fait, nous les femmes, plutôt que de revenir en force pour refaire notre place et bien, du coup, on devrait repartir d'équilibre. Le but, c'est pas de venir avec un féminisme qui cherche à reprendre l'autorité sur le masculin, parce qu'en fait, on parle pas d'autorité, on parle
de pouvoir partager, d'équilibre, de notion de remettre les choses, que chacun a sa place, en fait. Et donc heu, voilà, c'est un peu le message de la société celte au peuple actuel. C'est pour le féminin, en fait, c'est de vraiment de parler d'harmonie et d'équilibre au sein d'un peuple et de pas aller, voilà, par la force ou les revendications. Alors on peut en avoir, mais en parlant justement d'harmonie et d'équilibre. Et ouais, c'est vraiment ça la base de la pensée celte et c'est aussi, je vous rappelle, la paix. Et donc Oui. du coup, comment est-ce que je peux rétablir la paix? Qu'est-ce À partir d'une société qui est déséquilibrée, qui l'est encore, hein, parce qu'on le voit encore, qui est encore déséquilibrée. Il y a plein d'injustices, dans le féminin, mais comment est-ce qu'on peut rétablir cette notion de justice en parlant simplement d'équilibre des places et des rôles? Mais c'est quand même bien changeant, donc je trouve ça chouette, il me semble que c'est réjouissant. Mais on va revenir à la société celte du coup, parce que on parlait justement avant du matriarcat et du patriarcat Oui. et voilà, je t'ai dit que en fait, on parle que c'est une société matriarcale, mais en fait, on parle d'une société matriarcale parce qu'en fait, c'est une société qui est aussi basée sur le principe du féminin en tant que pensée de base, une vénération de la déesse mère et la déesse mère, chez les Celtes, c'est Anna, qu'on appelle aussi Danu, Anu ou Dana. Hem, Anna, du coup, c'est une déesse mère qui engendre tous les dieux. Donc en fait, quand on s'intéresse à elle, on voit qu'elle engendre les dieux ou alors elle a des dieux équivalents à elle, mais qui n'engendrent pas autant qu'elle, en fait, on va dire. Donc Anna, quand elle arrive et qu'elle est la déesse mère des Celtes, elle engendre tous les dieux. Mais de nouveau là, en fait, on dit: «Bah, ça y est, c'est une société matriarcale». Mais ce bébé dans son ventre, il est pas venu de nulle part et donc du coup, on parle d'une société matriarcale, mais qui a forcément été engendrée par quelque chose. Oui. Et donc Anna, c'est la manifestation du pouvoir créateur, mais cette manifestation du pouvoir créateur a bien été en contact avec le pouvoir créateur à un moment ou à un autre. Donc en fait, on a le souffle divin qui s'inscrit dans la matière et cette matière accessible aux humains parce que le souffle divin est nettement plus impalpable, et ben du coup, elle va se manifester sous forme de Anna. Mais Anna, elle vient pas toute seule. Donc de nouveau, on est sur une société matriarcale, mais qui est fécondée, patriarcat. Et donc ça fait alliance en permanence. Et pour moi, ça c'est hyper important de le rappeler. Typiquement, dans la société celtique, on en a parlé aussi un petit peu déjà, la notion de tripartition, elle est basée aussi sur la pensée, la parole et l'action. Et donc du coup, si on reprend le principe féminin qui est le principe de recevoir, d'accueillir à l'intérieur de lui une énergie qui vient la féconder. Quand je pense, ben, du coup, j'offre un réceptacle féminin à une pensée qui vient s'insérer dedans et cette pensée qui vient s'insérer dedans, elle va venir se mettre dans un réceptacle qui va être mon silence avant la parole. On a fait un podcast sur le silence. Le silence avant la parole qui est féminin, qui va générer la parole, qui est masculine et féminine aussi parce que les cordes vocales sont féminines et le souffle qui s'extrait de nous est masculin. Et les lèvres, la lèvre est féminine et la langue est masculine. Et donc chaque fois en fait qu'on prononce quelque chose, on crée une alliance de nouveau. Et puis après l'action pareil, avant de me mettre dans l'action, je vais avoir ce moment où je ressens, qui est féminin, et le moment où je me mets dans l'action, qui est masculin. Donc en fait, on a tout le temps cette union des 2 et c'est pour dire que le féminin ne pourrait pas exister sans le masculin et voilà. Mais on va aller gentiment sur, le féminin lui-même. Bah, c'était important de poser ça dès le début.
Ouais, ouais, je trouve ça c'est important et puis rappelons quand même qu'on a tous une part masculine et féminine en nous. On est nous-mêmes chaque moi j'ai beau être un homme, j'ai une part féminine, toi tu as beau être une femme, tu as une part masculine et on a cet équilibre, qu'on connaît du côté, asiatique avec le yin et le yang et que les Celtes aussi, acceptaient, ou en tout cas, enfin dont ils se basaient aussi sur le fait qu'on a notre part masculine et féminine. Et notre et la notion d'équilibre, je trouve intéressante, c'est vraiment le mot, en fait. Là, on a une société qui est déséquilibrée depuis 2000 ans, parce qu'on a considéré que c'était l'homme qui était le chef de tout, voilà, complètement déséquilibré et du coup, ça a conduit à ce que ça a conduit comme société. Heu, évidemment que si on était équilibré entre hommes et femmes, masculin, féminin et qu'on était hem, dans la connexion, le respect de la nature, on n'en serait probablement pas là où on en est maintenant. Donc j'aime bien aussi comme toi me dire que cette société celte, qui a disparu, il y a plus de 1500 ans maintenant, elle avait quand même, des belles valeurs de base quand même. Je trouve que c'est important de le rappeler et c'est pour ça qu'on fait ce podcast et aussi pour transmettre ces valeurs parce que elles sont non seulement elles sont anciennes, antiques, anciennes, mais elles sont d'actualité. Enfin vraiment là maintenant, je pense que c'est pour ça qu'on aime bien parler du druidisme moderne, c'est que c'est vraiment, vraiment d'actualité. Mmh. Heu, Mmh. Tu as parlé de Anna, est-ce que tu veux un peu développer parce que c'est pas la seule déesse du coup, alors c'est la déesse mère ou c'est la déesse, mère de toutes choses, est-ce que tu veux un peu qu'on développe un peu la partie, déesse, représentation du féminin dans la société celte? Oui, tout à fait, mais on peut aller là-dessus. On parle, souvent quand on s'intéresse au féminin sacré, on a souvent l'image, d'une déesse, qui est Hécate, qui vient d'une autre tradition grecque, je crois, ou Ouais, romaine. ouais. Grecque, Non, je crois que c'est enfin grec. grecque, c'est Diane chez les Grecs, chez les Romains, pardon, et Hécate ou Hécatès, ça dépend comment on la prononce, chez les Grecs, et elle représente ce qu'on appelle une triple déesse, et pour, ceux qui travaillent avec le féminin, ils travaillent souvent avec cette déesse-là. Alors dans le druidisme, on a une déesse qui va être proche et qui va représenter beaucoup cette notion de la triple déesse. Ça va être Brigitte, qu'on appelle aussi Brigitte, ça dépend un peu des noms. Bah, Brigitte, sa fête, c'est à Imbolc, le 1er février, et c'est une triple déesse parce qu'elle va représenter, la déesse changeante, comme l'est Céridwen typiquement, parce qu'on parle Céridwen d'une déesse changeante, déesse de la lune changeante. Parce qu'en fait, le féminin va être forcément associé au principe lunaire. Quand on parle du yin et du yang, dans d'autres traditions, pour nous, c'est le soleil et la lune. Le soleil est masculin et la lune est féminine. Et la lune est changeante. Le masculin l'est moins. Et donc, cette lune changeante fait que le caractère de ces déesses va être aussi changeant. Typiquement, si on prend Brigitte, c'est une déesse qui s'inscrit dans la tripartition, parce que de nouveau, elle est triple. Et donc, du coup, on a une déesse qui va être déesse de la forge, et ça, c'est pour la dimension matérielle. Ça veut dire qu'elle est capable de transformer la matière, parce qu'elle fait partie des déesses, elle n'est pas juste dans le monde profane, elle est dans le monde sacré. Donc elle est capable de transformer la matière et de la sublimer. Heu, Elle, va aussi être gardienne du feu du foyer, parce qu'en fait, elle est celle qui garde, la chaleur, l'harmonie et le foyer, et ça aussi, c'est quelque chose d'important qu'on va reprendre, cette notion de femme au foyer. On va le reprendre. Et puis ensuite, après, on a dans Brigitte un autre aspect qui est celui de la dimension de la guérison, et là, on est du coup pas dans la classe artisanale, la classe de la matière, mais dans la classe de la des guerriers, des guerrières, et donc de la défense contre les maladies avec la connaissance des plantes et l'énergie guérisseuse.
Et puis la troisième dimension de ces déesses, c'est la dimension de la poésie. Elle est poétesse et donc du coup, c'est la dimension de l'esprit dans la dimension sacerdotale. Mais aussi, on peut dire qu'on a la déesse de la forge, c'est, la déesse, de la lune croissante, de la jeune fille, qui forge son corps, qui a tout son feu créateur qui flambe. Ensuite, on a la déesse centrale, la déesse guérisseuse, qui elle, c'est la pleine lune, qui est une porteuse d'une grande guérison. Et puis la déesse de la lune décroissante, qui est la vieille femme, la femme qui est sortie de sa période de lunaison, donc sortie de sa période où elle est capable d'enfanter. Et donc du coup, on entre sur la femme qui n'a plus ses lunes. Et donc à ce moment-là, on est sur la femme sage qui devient la poétesse. Et ça, on retrouve dans toutes les traditions ces 3 aspects de la lune. Et donc du coup, ces 3 aspects des dimensions du féminin sacré. Ce qui fait que toutes les déesses dans, le druidisme sont très changeantes et parce que c'est le principe même du féminin. Et d'ailleurs, pour ceux qui côtoient des femmes, vous savez qu'on est changeante, qu'on a, des caractères qui peuvent, évoluer et fluctuer parce qu'en fait, on est soumise à des hormones qui font beaucoup fluctuer nos sensations corporelles et nos et même nos émotions et notre caractère. Et donc du coup, on est en tant que femme, en fait, physiologiquement parlant, on est fluctuante. Et donc le la des déesses, elles vont être, elles aussi, très fluctuantes. À moins qu'on soit sur une déesse qui représente que, la petite fille ou que la femme enceinte ou que la femme âgée, mais c'est très rare. Même la Kailash, ça veut dire la vieille sorcière. Et ben, du coup, cette vieille sorcière, elle peut se montrer comme une jolie jeune femme et ça, on le voit dans Blanche-Neige et les 7 nains. La Kailash, elle va venir sous différentes formes se présenter et pas que sous la vieille sorcière avec son nez crochu. Donc voilà, le féminin sacré, il faut s'imaginer qu'on est sur quelque chose de très changeant. Dans les déesses, ben, du coup, il y a Céridwen, Brigitte, on va avoir, ben, du coup, Anna ou Dana. On va avoir, Epona, Bellissama. Bellissama, c'est la déesse de la beauté. Epona, la déesse des chevaux. Hem, il y en a plein, il y en a tellement. La Kailash, je vous l'ai dit. Il y a Arianrhod, la déesse des cycles et des changements. Rhiannon, aussi une déesse des chevaux, une déesse de transformation. On a Rosmerta, la déesse de l'abondance. Il y a énormément de déesses, dans le druidisme. Et elles ont toutes des rôles différents et elles peuvent, toutes, ben, représenter des principes, tant, qui pourraient être guerriers que, de matriciels comme Rosmerta, heu, comme, ben, du coup, Epona qui est aussi une des déesses de la guerre. C'est une messagère, une déesse des chevaux, messagère entre les mondes, mais aussi une déesse de la guerre. Et puis, ben, Dana ou, Brigitte qui peuvent être des déesses plutôt associées aux druidesses, donc dans le monde, sacerdotal. Et d'ailleurs Mmh. les femmes dans la société celte, elles, elles avaient évidemment, plein de rôles différents comme, c'est le cas, de toutes les déesses qu'on peut voir dans le panthéon celtique. Donc on pouvait imaginer une femme, comme tu l'as dit tout à l'heure, une femme chef de clan, une femme druidesse, une femme, guerrière. Et si elle est druidesse, elle peut avoir ce rôle de chef, sacerdotal ou de barde ou d'ovate aussi, de la même manière. Elle pouvait occuper toutes les fonctions possibles. Voilà, exactement. En fait, d'ailleurs, avant, on parlait de druide et pas de druidesse. Le terme druidesse, il arrive au XVIIIe siècle. Avant, c'était druide pour tout le monde. Donc, il y a Ouais. pas de distinction. Et en fait, ben oui, il y a les druidesses, donc druides, qui, elles, vont plutôt faire les cérémonies, les rites. On a les prophétesses, qui, elles vont plutôt faire de la prédiction et de la prophétie et de la divination. On a les guérisseuses qui sont les ovates qui elles, ben, connaissent les plantes, vont faire des potions, des élixirs, vont aller soigner les gens.
On a, ben, les bardes, donc les femmes bardes. On parle pas de bardesse, ça se dit pas. Donc c'est les bardes et elles vont raconter les histoires, chanter les contes anciens, les chansons pour transmettre l'enseignement druidique. Donc elles pouvaient tant les conter que les poétiser, donc les raconter sous forme de poèmes ou soit, les chanter. Ça, c'est le travail des bardes et donc du coup, dans la classe sacerdotale, il y a, toutes ces fonctions de de, d'application de la dimension sacrée, du féminin sacré, pour, la société. Il y avait besoin et ça pouvait être la même personne qui jouait tous les rôles, ça dépend de la taille du clan, mais enfin, vous savez que c'est quand même beaucoup à apprendre et donc du coup, c'est souvent des personnes différentes qui vont, jouer ces différents rôles. Souvent, on imagine la druidesse qui va, cueillir des plantes, qui va faire les rites et qui va enseigner, ce que je fais un peu moi parce que pour l'instant, je suis un peu seule au monde en Suisse et petit à petit avec, ben, mes élèves qui arrivent au bout, certains de leur, cursus pour devenir druide et ben, du coup, il y a de la relève et petit à petit, on va pouvoir être plusieurs à jouer différents rôles et moi, je vais pouvoir me concentrer sur, les rôles qui méritent d'être, plus largement transmis et approfondis. Mais en attendant, moi aussi, moi, ça m'intéressait. J'ai étudié beaucoup, beaucoup de choses pour connaître un peu tous les pans du druidisme. Mais c'est vrai que dans l'école éoriane, ben, je vais transmettre les plantes parce que je suis droguiste herboriste. Donc je connais bien les plantes. Je travaille comme thérapeute, donc j'accompagne les gens dans leur guérison, et puis, ben, j'enseigne Ouais. et je propose des rites, de mariage, de funérailles et de baptême. Donc en fait, voilà, je joue un peu tous les rôles, mais c'est vrai que c'est très prenant, en fait, de s'intéresser à autant de rôles à la fois et dans une société où il y a plusieurs druides et plusieurs druidesses, les rôles, du coup, sont partagés. Par exemple, ben, l'Ovat, la guérisseuse, le guérisseur, va préparer les potions pour le druide qui a besoin de potions pour sa cérémonie. D'onction sacrée pour, par exemple, faire un baptême et puis ou des funérailles et puis, eh bien, on a le barde qui viendra, préparer l'assemblée, en racontant des histoires ou en transmettant des enseignements. Et Ça fait du partie coup, du il y a rôle, ouais, 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 ouais. Alors, le grand thème, hein. petite remarque, je fais un petit appel, à l'école éolienne, en effet, tu as beaucoup d'élèves qui progressent à tes côtés, évidemment. Et j'ai noté qu'il y avait quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes, heu, comme dans beaucoup de milieux où on se développe, qu'on fasse un développement personnel, spirituel, je trouve qu'il y a une forte majorité de femmes. Donc messieurs, alors on fera un épisode sur le masculin, mais messieurs, réveillez-vous quand même, hein, ça serait bien que de ce côté-là, on évolue aussi. Donc voilà, le message est passé, je referme ma parenthèse. Hem, tu m'interroges? Dans le dernier cours, de la voix du druide de cette année, chaque enfin, j'ai bizarre, il y avait un équilibre homme-femme. C'est la première fois que ça arrive, oui. C'est la première année, ouais, c'est la première année et il y a même eu un cours où il y avait plus d'hommes que de femmes. Quand même, je dois dire que c'est en train de changer cette année, c'est ce qui est chouette et je vois aussi qu'il y a des cours qui plaisent plus font plus appel aux hommes qu'aux femmes. Par exemple, dans l'école Oriane, dans la formation de géobiologie, qui est une formation qui a un aspect plus technique aussi, vu qu'on travaille sur l'habitat, puis qu'il y a une dimension technique à l'habitat qu'on aborde aussi avec les matériaux, l'électrosmog et tout ça. Et donc, du coup, là, il y a plus de masculin parce que je vois que le masculin est plus attiré sur la dimension technique et le féminin va être plus attiré mais c'est un peu une généralité. De nouveau, je cherche vraiment pas, je tiens à le déposer, à me mettre à dos quelconque genre parce que j'ai un respect pour les qualités de tous les genres et j'ai beaucoup de respect aussi pour tous ceux qui se questionnent sur le genre. J'ai vraiment beaucoup de respect par rapport à ça. Quand mes propos ne les... Voilà, c'est vraiment... Pour moi, en fait, il y a des énergies, des principes qui nous habitent et du coup, on voit un peu
comme ça des intérêts, mais qui peuvent aussi être définis par l'éducation, par plein de choses. Mais voilà. Mais et du coup, je rouvre la parenthèse. Moi, j'embrasse tout le clan qui a fait le tronc cette année avec moi, donc cet équilibre homme-femme, j'en faisais partie et je sais pas, j'ai beaucoup de pensées pour eux. Je sais qu'ils nous écoutent, donc je les embrasse tous très fort, toutes et tous très fort. C'était un beau clan. Mmh. Hem, Chouette. ouais, c'était très chouette. Je m'interrogeais juste sur sur les donc dans la société celte, tu te disais, au bout de 3 cycles, si le couple, voulait se marier définitivement, il le faisait et du coup, dans la vie de tous les jours, alors quand on est un homme et une femme chez les Celtes, est-ce que, parce que voilà, le sujet tu sais, les sujets, modernes de la vie de couple, c'est, qui fait les tâches ménagères, qui, participe, qui gagne plus d'argent, enfin, c'est des trucs très, dogmatiques et qui posent plein de problèmes dans notre vie moderne. Est-ce que du coup les Celtes, eux, ils avaient ces mêmes problèmes? Tu as fait une belle transition sur l'histoire de la femme au foyer, je vois. C'est ça. Attends, je t'amène gentiment sur le sujet de la femme au foyer. Ouais, ouais. Alors, dans le druidisme, il n'y avait pas de question de femme au foyer. C'était toujours une histoire d'art. Tu te rappelles, Ouais. on a parlé de quel est l'art qui m'habite? Et donc l'art est défini par les facultés et les capacités de chacun. Et donc du coup, selon, en fait, les capacités et les facultés de chacun allait exercer son art. Donc on peut imaginer que si une femme était douée pour la chasse, ça allait être plutôt elle qu'allait aller chasser, parce que, ben, du coup, il y avait pas une question de place, il y avait une question d'excellence. Et donc, comme c'est pas codifié, et que tout le monde peut prendre bien la place qui lui va tant que c'est la place qui, au niveau du clan, va rendre le clan le plus fort, bien c'est bien égal que ça soit un homme ou une femme qui parte à la chasse tant que c'est le meilleur. Pareil pour cuisiner, C'est ça. pareil pour, préparer les choses diverses et variées qui font qu'un clan fonctionne. Mais de manière générale, quand même, au niveau de la stature, on pourrait imaginer qu'un homme avait plus tendance à, faire les travaux difficiles parce que musculairement parlant quand même, on n'est pas bâti pareil et donc du coup, il aura plus tendance à faire les travaux pratiques et il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe du foyer. En fait, c'est ça que je voulais dire par rapport à la notion d'être femme au foyer. En fait, moi, j'aime mieux le mot gardien-gardienne. Il faut qu'il y ait un gardien ou une gardienne du foyer que dans notre société, on a complètement perdu. Même mes grands-parents, il y avait ma grand-mère, elle était gardienne du foyer. C'est elle qui, quand, mon grand-père, il tuait un poulet, c'est elle qui allait déplumer le poulet, cuisiner le poulet, le préparer et faire le poulet pour mon grand-père qui, lui, faisait les travaux plus durs au jardin et qui, arrivait parce qu'en fait, elle avait fait à manger et 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 en fait, pour moi qui ai pas du tout grandi dans enfin, du coup, dans cette notion positive de la gardienne du foyer ou du gardien du foyer, quel qu'il soit, faut qu'il y en ait un des 2 dans les adultes qui vivent dans un clan qui prennent ce rôle et donc du coup, ou les 2 ensemble, parce que peut-être si les 2 travaillent, il faut que les 2 ensemble prennent ce rôle, mais il faut que ce rôle, il soit habité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si ce rôle n'est pas habité, la maison, elle a aucun suivi. On se retrouve avec un lieu complètement en bazar, et en plus, bah, vous vous en rendez peut-être pas compte parce que, dans notre société, on peut aller acheter des trucs quand on veut, mais en fait, si on comme moi qui vis dans un lieu où j'ai des arbres fruitiers, un jardin et des animaux et donc du coup, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse les foins pour les animaux. Il faut qu'on récolte les fruits et puis qu'on laisse pas pourrir par terre parce que pour moi, c'est pas honorer l'arbre, en fait. Donc il faut qu'on récolte les fruits, pour pouvoir, faire des réserves pour l'hiver. Parce qu'en fait, c'est ma façon à moi de me mettre en lien avec la nature et d'honorer le lieu, avec lequel j'ai
mis en place un engagement. Si mes ancêtres, moi j'habite dans un lieu qui a été acheté par mes arrière-grands-parents, donc il y a beaucoup d'histoires. Mais si j'habite dans un lieu et que j'ai planté des arbres fruitiers pour pouvoir, nourrir la famille, c'est un engagement envers l'arbre. Il a pas juste poussé comme ça par miracle et donc du coup, cet engagement avec l'arbre, je vais chercher à l'honorer à travers le fait de prendre du temps pour, m'occuper de ses fruits et donc du coup, ça demande c'est un job en fait à part entière qui demande à être habité. Faire le ménage, faire la cuisine, s'occuper du jardin, s'occuper des animaux, s'occuper, du rangement, s'occuper de la lessive et tout ça, en fait, c'est un job à part entière. Mais en fait, comme plus personne n'a envie de le faire, tout le monde déserte ce rôle. On le donne à quelqu'un d'autre qui vient le faire à notre place. Voilà, qui vient d'aider et tout ça, ce qui est bien aussi, j'ai aucun jugement là-dessus. Chacun fait comme il veut, mais du coup, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui prenne cette place à un moment ou à un autre et il faut s'imaginer que dans la société celtique, comme la maison était sacrée, que l'habitat était vivant, la gardienne ou le gardien du foyer était un des adultes qui vivait dans le lieu, qui s'occupait de ça ou les enfants qui venaient aider autour de ça parce que les enfants étaient très vite mis à contribution, mais en fait, il y a vraiment ce besoin d'habiter ce rôle, en fait et pour moi, c'est pas un rôle négatif. Au contraire, c'est une façon de mettre en sécurité le clan. C'est une façon de mettre du confort, en fait, pour le clan et de leur offrir un espace dans lequel ils peuvent être bien pour, grandir. Donc pour moi, enfin, on voit vraiment que il a été terni ce terme de, plutôt femme au foyer, vu que c'était le rôle des femmes pendant très longtemps. Il était terni parce qu'on n'a plus du tout envie de le faire, parce que ça nous agace, parce qu'en fait, voilà, il y a eu un trop-plein quand même à un certain moment. Mais c'est important de se le réapproprier, positivement et de dire: en fait, oui, j'ai envie de jouer ce rôle parce que je sens que ça fait du bien à tout le monde et qu'en fait, je joue le rôle d'un pilier, d'une matrice, c'est le rôle du féminin, dans laquelle le reste peut venir prendre place et s'adoucir en fait et y prendre, et être en sécurité. C'est vraiment ça en fait le rôle du gardien, gardienne du foyer. C'est le garant de la sécurité, et du confort au sein du clan. C'est pour ça que Brigitte, la déesse Brigitte, c'est la déesse du foyer. Elle garde la flamme du foyer parce qu'en fait, elle entretient tout le temps ce feu autour duquel on peut venir se réchauffer, autour duquel on peut venir parler, se confier, mais aussi chauffer la soupe, tu vois? Donc voilà, je vous invite vraiment à réfléchir à ce rôle de gardien-gardienne et de se dire: «Bah, tiens, comment est-ce qu'on peut, dans notre, lieu, dans notre foyer, honorer cette place et prendre soin, de ce rôle?» Voilà, un petit peu Ouais. ce que j'avais envie de dire par rapport à ça. Ouais, mais je trouve ça important, enfin, il y a plusieurs choses là-dedans. C'est que bon, déjà, c'était un rôle, qui était utile au clan, qui était reconnu comme étant un rôle, enfin, un travail comme un autre. Mmh. Parce que nous, dans notre société moderne, la femme au foyer, elle est pas payée pour ce qu'elle fait, hein. C'est en gros, c'est tu travailles gratuitement et en plus, tu dois pas te plaindre, donc c'est un peu compliqué. Puis je pense qu'il y avait aussi cette question de la gestion du clan, donc il y a beaucoup plus de choses communautaires aussi, enfin, la gestion des enfants, nous, on est dans des rôles très isolés, en fait. Donc quand on se retrouve à 2, ben, on se débrouille tous les 2, on élève nos enfants, donc Mmh. il y en a un qui les 2 travaillent, si c'est possible qu'il y en ait qu'un, tant mieux, mais et puis c'est voilà, mais là, je pense qu'il y avait toute une, philosophie de vie, la gestion de la communauté et comme tu le disais, la place dans le clan du meilleur pour son rôle. Mmh. Et donc il est évident que si un couple se met ensemble et puis que les 2 sont en concurrence, ça va pas marcher. Il faut que ce soit complémentaire et puis, c'est ça qu'ils avaient bien compris, nos amis celtes. Donc c'est intéressant, c'est pas rétrograde, hein, ce qu'on dit, je sens que ça va faire du débat. Je sens que ça va faire du débat. Mais, Bien sûr. en plus, moi, je suis la personne la moins conservatrice de toute la terre probablement, donc je rentre pas là-dedans. Mais moi, je pense que c'est vraiment la question de tu as raison, la question de c'est quoi moi, je reviens toujours à mon ikigai, hein. C'est mon sens, pourquoi je suis là sur cette terre, dans cette vie-là, dans cette incarnation-là? Est-ce que faire partie est-ce que
un des rôles que je dois m'approprier, c'est de m'occuper du foyer. Si c'est oui, tant mieux, puis si c'est non, bah, c'est non, puis on fait autre chose. C'est OK, hein. Mmh. Et oui, et je suis pas en train de dire que c'est la femme qui doit prendre le rôle de gardien ou de gardienne. C'est n'importe lequel des 2 dans le couple, en fait. Et ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que c'est important qu'il y en ait un qui le prenne, ce rôle. Mais c'est bien égal qui, tant qu'il y a quelqu'un qui prend ce rôle. Parce que, ben, le lieu, il a besoin d'être qu'on prenne soin de lui, en fait. Ouais, Parce que c'est le meilleur qui doit prendre le rôle. C'est celui c'est qui ça. va être le plus doué. C'est bien pour ça qu'on engage des gens qui font le ménage. C'est parce qu'ils sont plus doués que nous. Ou alors que nous, on n'a pas le temps de le faire, mais du coup, voilà, c'est quelqu'un d'autre, du coup, à qui on délègue ce rôle. Mais c'est pas un rôle anodin, en fait, c'est un rôle vraiment important dans le lieu, en fait. Parce que c'est la maisonnée et la maisonnée, c'est l'espace dans lequel la famille, va venir, prendre place et être en sécurité. C'est hyper important et donc du coup, c'est un rôle hyper important Et c'est un rôle sacré, du coup, parce qu'il est et fait c'est un rôle sacré. il est fait dans ce sens-là. Quand c'est le cas. Voilà, il faut pas que ça soit un Ah! rôle imposé et dans lequel on s'épanouit pas, finalement. Si on s'épanouit pas dans ce qu'on fait, Mmh mh. rien de ce qu'on fait ne peut être sacré. Mmh. Mais je sais que ça va vous faire réfléchir. Je vous rappelle encore une fois que, bah, de nouveau, nous, j'ai vraiment pour moi, j'ai une pensée très large par rapport à ça, où justement tout le monde peut prendre le rôle et que c'est vraiment une histoire d'art. C'est en quoi est-ce que je suis douée, en fait? Et oser en parler et puis ça demande de se connaître soi. Donc le druidisme, il nous invite aussi à nous connaître nous et à oser nous dire: «Bah, en fait, en quoi est-ce que je suis douée?» Et donc du coup, comment est-ce que cette capacité peut servir au clan, en fait? Et sortir des codes, de dire: «C'est comme ça parce que la femme, elle doit faire ça ou l'homme doit faire ça». C'est de se dire: «Ben, en quoi est-ce je me connais suffisamment pour savoir que ça, je suis douée de le faire et en fait, ça me fait plaisir de le faire pour les autres». Puis c'est plus quelque chose qu'on fait parce que c'est un devoir et une obligation, mais c'est parce qu'en fait, ça a du sens et il y a une forme de plaisir dedans. Je vous vois dire: «C'est bien sûr, ça me fait du plaisir de faire du Ouais, repassage». ouais, ouais. Ouais, Vous en on faites est des vous d'accord. voulez je Non, vous mais laisse c'est pour ça que réfléchir avec ça? c'est ça. C'est ça. Réfléchissez et puis n'hésitez pas à commenter et à nous faire des feedbacks parce que je pense que ça va ouvrir quelques quelques idées nouvelles, chez vous. C'est pour ça, je reviens à ce qu'on disait au début, que les Celtes, pour les couples, faisaient 3 cycles pour voir s'ils s'entendaient finalement. Bah, parce que ça fait partie de ces rôles-là, de cette répartition. Si on se retrouve à 2 à ne pas du tout vouloir s'occuper du foyer, on a un problème de compatibilité probablement, ou alors il faut être à 3 ou à 4, j'en sais rien. Bon, tout est possible. Tu lances encore un autre débat, Christophe. Un autre débat, on va pas mais c'est très à la mode en ce moment. Mais je trouve bien l'idée que, ben, la complémentarité, voilà, on y revient et l'équilibre et comme tu disais, c'est pas parce qu'on est complémentaires que c'est forcément la femme qui s'occupe du foyer, de loin pas, de loin pas. J'en profite pour répondre à la question que les gens se posent. Non, les Celtes ne sont pas polygames dans l'absolu, par contre, ils avaient une liberté, différente par rapport à la notion de fidélité. Ils avaient pas du tout la même conception que nous, qui est venue quand même plus avec le temps, de notions d'adultère et tout ça qui sont venues, heu, souvent avec l'Église, on va pas se mentir, que du coup, il y a pas dans la société celtique. Donc ce n'est pas un sujet. Voilà. Ça peut faire l'objet d'un autre épisode, mais pas forcément là. Ouais, Hem, Très bien, très cher. ouais, Là on a là, on arrive, on a lancé plein de sujets et puis, on a un peu mis le pavé dans la mare là, sur ce coup-là, sur ce je le sens sur cet épisode. non, Alors, non, mais c'est ça. j'aimerais juste dire, ouais, ouais, je voulais juste rappeler que, s'il vous plaît, dans vos commentaires, souvenez-vous que l'esprit celte, c'est la paix,
l'harmonie et que quand quelqu'un donne un avis, l'idée c'est de l'entendre et de chercher la paix et l'harmonie. Donc s'il vous plaît, gardez ça en tête pour vos commentaires. L'idée c'est à travers un conflit, ça nous permet de trouver la paix. C'est ça à ça que ça sert le conflit. Mais si le conflit sert juste à alimenter le conflit, c'est pas l'idée. Donc voilà, cherchez toujours l'harmonie et la paix et gardez ça à l'esprit pour vos commentaires et dans vos réponses aux commentaires, s'il y a des commentaires un petit peu plus piquants. Oui, oui, tu as tout à fait raison de le rappeler et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. On n'est pas en train d'imposer des idées. On est en train d'essayer d'ouvrir les Mmh. champs différents et après je pense que ça amène la réflexion, donc réfléchissez par vous-même et heu et voilà après, pas de système parfait, mais je co la notion de paix et d'équilibre est quand même quelque chose d'important pour nous et c'est ce qu'on veut transmettre en effet. Mmh. Hem, est-ce qu'on avant de passer à la triade, du jour, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou c'était déjà ça, ce conseil-là de paix que tu voulais partager? Oui aussi, mais aussi je voulais rappeler que le féminin est associé à 2 éléments dans le druidisme qui sont la terre et l'eau. Oui. On n'en a pas trop parlé, mais juste pour le rappeler. L'eau parce que, ben, du coup, la lune, elle agit sur, l'élément eau, hein, avec les marées. Donc vu que le druidisme enfin la le féminin est associé à la lune et donc à la nuit et donc à la dimension de l'obscurité. Donc le féminin va être plus introspectif en tant que principe. C'est quelque chose qui va amener plus dans les profondeurs, l'introspection, le retrait. C'est quelque chose qui accueille, qui va inviter à se poser, qui va ralentir. C'est quelque chose qui est presque même à l'arrêt. C'est quelque chose qui est lié au corps. Et c'est quelque chose qui accueille, le souffle divin. On peut même imaginer que c'est l'argile elle-même parce que c'est de la terre et de l'eau mélangées, dans laquelle va venir s'inscrire un souffle créateur. Mais du coup, c'est vraiment la matrice de la vie, la coupe, le terreau, le Graal, c'est ça en fait, l'élément féminin. Hem, c'est c'est un élément que vous pouvez sentir en vous quand, enfin votre féminin sacré, vous pouvez le sentir quand vous vous arrêtez, que vous prenez un temps pour, plus écouter votre corps, ça vous êtes dans votre féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Vous pouvez sentir quand que vous vous arrêtez, quand vous êtes à l'écoute, quand vous êtes dans vos émotions, quand ça vient un peu vous chercher pour vous tirer en bas. Quand ça vous invite à être dans quelque chose qui va parler de quelque chose de très profond en vous et descendre dans le féminin, c'est vraiment descendre dans nos profondeurs, mais du coup aussi dans notre nuit. Ce qui fait que ça a beaucoup été connoté négativement. On a qualifié beaucoup les femmes d'hystériques, parce qu'en fait, voilà, elles ont des émotions, parce qu'en fait, le principe féminin est associé vraiment à l'émotionnel. Heu et hem et voilà, il y a pas de négativité là-dedans, où la dimension des profondeurs peut devenir problématique, c'est si elle dure trop longtemps, puis qu'elle va engendrer des maladies dans la matière. Mais sinon, il y a aucun mal à descendre dans nos nuits, à aller faire, cette fameuse phrase comme on appelle dans le jungien, la nuit noire de l'âme, qui est aussi, très à la mode. C'est ce moment, en fait, où on va dans les profondeurs de qui on est, pour pouvoir ensuite renaître. Donc de nouveau, c'est 2 principes qui se complètent. On va pas stagner au fin fond de nos marais intérieurs, mais on va, à un moment donné, avoir ce principe masculin qui va faire le tout et en fait, Ouais. les 2 sont obligés de se compléter. Donc voilà, c'est ça un petit peu. Donc autorisez-vous à vivre votre féminin en étant à l'écoute de vos profondeurs, de vos émotions, de vos arrêts, vous autorisant à prendre des temps pour vous, à lever le pied, à, à sentir cet inspire en vous, ce moment où vous vous retirez à l'intérieur de vous-même. Là, vous êtes dans l'expression féminine, enfin dans le principe féminin, en tout cas. Et puis les moments où vous êtes en contact avec de la terre et de l'eau, vous êtes dans l'énergie, féminine.
Voilà. Si vous regardez la lune, vous êtes en lien avec une énergie féminine dans le druidisme. Donc quand on travaille l'argile avec l'eau pour faire des jolies poteries comme tu aimes bien faire, on est Oui. clairement dans la féminité. Au moment où je les façonne, oui, parce que je les façonne, mais mon esprit, à ce moment-là, il a une attention qui, du coup, est masculine parce qu'elle est émettrice et donc du coup, quand, je façonne ma pièce, eh bien, c'est pour ça que moi je fais de la poterie dans le monde sacerdotal, que mes pièces, elles portent une énergie différente, en fait, parce que je pose enfin mon esprit à ce moment-là, il est pas en train de regarder une série ou il est en train de penser exactement à ce à quoi va servir cette poterie et quelle est sa dimension magique et donc du coup, lui, il est émetteur masculin pour le récepteur, l'argile et après quand je vais la cuire évidemment pareil, hein, c'est le feu, la chaleur du four, ça va être masculin sur une terre qui accueille cette chaleur et qui va se durcir sous l'action de cette chaleur qui du coup va devenir un féminin encore plus solide parce que le feu l'a complété. Très bien. Hem, écoute, encore une fois, merci beaucoup. Je pense que c'est un épisode qui va provoquer des réactions et c'est OK. Mmh mh. Encore une fois, restons dans la mesure et la bienveillance, mais je pense en effet que ça a provoqué des réactions et c'est pour ça qu'on va aussi faire un épisode, sur le masculin parce que ça provoquera aussi des réactions différentes, j'imagine. Hem, est-ce qu'on n'aurait pas une jolie triade à partager avec notre belle communauté sur ce beau sujet du féminin sacré? Alors oui, avec grand plaisir, j'ai une triade qui sur la lune du coup que je vous ai choisie. C'est 3 miroirs de la lune dans le féminin sacré, la jeune lune qui murmure l'élan du possible, la pleine lune qui dévoile la puissance créatrice et la lune décroissante qui enseigne l'art du lâcher-prise. Je vous la redis. 3 miroirs de la lune dans le féminin sacré, la jeune lune qui murmure l'élan du possible, la pleine lune qui dévoile la puissance créatrice et la lune décroissante qui enseigne l'art du lâcher-prise. Magnifique, comme toujours ces triades, elles sont très inspirantes, donc je suis très fan. Merci beaucoup Joël, merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés pendant cette à peu près heure d'émission. C'était toujours un grand plaisir de partager ce moment avec toi Joël, puis avec tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine évidemment, en attendant prenez soin de vous et avec grand plaisir on échange sur le féminin sacré, dans le commentaire de la chaîne. Mmh. Avec grand plaisir. Merci à vous pour, votre confiance et puis tout ce qu'on partage ensemble, c'est toujours un plaisir. Merci Christophe. Merci, à très bientôt. Dans le souffle du matin, les collines s'éveillent. La brume glisse lentement comme une vieille merveille. Je marche sans un bruit sur la mousse encore froide et la terre sous mes pas murmure une ancienne balade. Le vent tire des fils d'argent autour de mes mains et me chuchote, souviens-toi d'où tu viens. Alors je danse avec l'aurore, je laisse mes ombres dehors. Le monde ouvre ses portes quand la nuit s'endort. Je danse avec l'aurore, je redeviens plus fort et la forêt chante mon nom encore. Les pierres se dressent comme des sœurs silencieuses, gardiennes des mondes, patientes et curieuses. Elles disent, écoute ton cœur, il sait la route à
confiance au doute. Les arbres s'inclinent un peu comme pour m'accompagner, et dans leur souffle ancien, je sens ma vérité. Alors je danse avec l'aurore, je laisse mes ombres dehors. Le monde ouvre ses portes quand la nuit s'endort. Je danse avec l'aurore, je redeviens plus fort, et la forêt chante mon nom encore. Sous la lune pâle, tout devient clair. Les mondes s'alignent dans un soupir de lumière. Je sens la terre, je sens le ciel, et la bande traverse ma peau comme une étincelle. Alors je danse avec l'aurore, les peurs deviennent de l'or, et chaque souffle est un cadeau du dehors. Je danse avec l'aurore, je deviens ce trésor, celui qu'on trouve quand le silence dort. Dans le chant du matin, je me souviens